Humanité. Le podcast. Nous avons tous tendance à juger, critiquer, stigmatiser l'autre, en oubliant souvent que cet autre, c'est nous. Derrière nos façades sociales, nos personnalités, des histoires et des scénarios de vie différents, et pourtant juste derrière notre humanité. Mais la souffrance, ça fait peur, alors on la cache. On fait comme ça va, toujours. Faut pas que ça dure trop longtemps, que ce soit trop fort. Je sais pas à quel moment ça a basculé, mais ce podcast, il est juste là pour réhabiliter la souffrance qui est inhérente à notre condition d'humain, parce qu'elle est aussi le socle de nos plus puissantes transformations. Et puisque c'est l'ignorance qui crée le jugement et la division, alors aujourd'hui, entendez ces histoires, ces tranches de vie, et passez de l'autre côté du miroir. Bienvenue, je suis Émilie Laurette, vous êtes dans Humanité, le podcast, et je vous souhaite une très bonne écoute. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler de reconversion. Alors, j'ai moi-même opéré ma reconversion il y a maintenant 6 ans, tant au niveau de mon métier que de mon statut, puisque je suis passée de salarié à entrepreneur. Depuis, j'ai accompagné des personnes dans ce processus dans le cadre du dispositif Active Créa mis en place par Pôle emploi et aussi, de par mon parcours, des personnes qui viennent naturellement à moi lorsqu'elles pensent à s'engager dans une reconversion. Et c'est aujourd'hui, parce que je suis passée par tout un tas d'étapes et que je vois ces mêmes étapes via les personnes que j'accompagne, que j'aimerais vous raconter, via des témoignages de personnes qui ont suivi ce parcours, à quel point ce qu'on entend un peu partout maintenant est un peu faussé. J'aimerais qu'on entende les voix de ceux qui ont franchi le pas et qui ont découvert que la route, elle n'était pas si rose et que beaucoup de choses vont de pair avec une reconversion. Tout le monde parle du côté pratique, des techniques qu'il faut mettre en place pour sortir de la fameuse zone de confort, ne pas procrastiner ou comment réaliser ses rêves. Mais on entend peu, voire pas, parler de tout ce que soulève psychologiquement une reconversion. Se reconvertir, c'est pas un choix anodin. Il impacte absolument toutes les sphères de votre vie et de votre psyché. Vous allez quitter un moule, un cadre, pour en créer un nouveau, un autre. Certainement plus à votre image, oui, mais pour ça, personne ne dit qu'il va falloir faire le deuil de l'ancien cadre et de toutes ses références, ou au moins les interroger. Personne ne dit non plus qu'à ce moment-là, toutes vos croyances vont être revues, interrogées. Toutes vos peurs les plus archaïques refaire surface sur vos notions de sécurité, de rapport à l'argent, au temps, à la réussite, mais à l'échec aussi. Mais fera appel aussi à vos notions de liberté, de loyauté familiale, d'estime de vous et de confiance en soi. Un temps où l'on aimerait aller vite, puisque cette société ne laisse pas le temps d'un entre-deux. Il faudrait tout de suite passer à autre chose et, comble de l'absurde, être bon et réussir tout de suite. Alors qu'en fait, il est essentiel de prendre son temps. Temps de clôturer le chapitre que vous venez ou êtes sur le point de fermer. Prendre soin de vos émotions liées à ce chapitre, tant en termes de colère, de sentiments d'injustice peut-être, de tristesse, de désir de vengeance, qui révèlent juste que vous avez été blessé. Alors cette nouvelle vie de reconversion, elle mettra tout en lumière, soyez-en sûrs. Alors, passez de l'autre côté du miroir et sortons de la vision bisounours de la reconversion. Les avantages y sont énormes. Personnellement, je pourrais jamais regretter ce choix de vie. Il m'apprend tellement, il est tellement riche, je me sens vraiment vivante. Mais tout comme une pièce a toujours deux faces. Les inconvénients, ils sont à la même hauteur, à la même puissance que les avantages. J'aurais rien changé à l'idée de me reconvertir, mais si j'avais su certaines choses, je me serais préparée différemment. Et du coup, ma route aurait été peut-être un peu plus facile. Robert Louis Stevenson a dit « L'important, ce n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. » Et je trouve cette citation si vraie. Alors, profitez du voyage qui est finalement un voyage à la découverte de vous-même. Et ça, déjà en soi, c'est une sacrée réussite. Je vous laisse ici avec l'histoire de Claire, qui va nous partager son histoire du moment où ça craquait dans son ancienne vie à sa nouvelle vie. Et je vous souhaite une excellente écoute.
Bonjour Claire. Bonjour Émilie. Merci déjà d'être là pour ce podcast. Merci de m'avoir invitée. Et du coup, on va commencer directement. Vous, du coup, toute cette histoire de reconversion a commencé il y a un peu plus de 4 ans. Oui. Comment, enfin, ça s'est mis en place que la reconversion, on n'y pense pas du coup tout de suite. Tout de suite, ça va pas dans son travail. En tout cas, pour vous, ça, c'est ce qui s'est passé. Comment ça a commencé? Alors, j'ai travaillé, donc j'étais pendant 9 ans dans un magasin bio. Donc, j'étais vendeuse, conseillère, enfin, multitâche. Hein, j'ai toujours couteau suisse, multitâche. Donc, j'ai adoré mon boulot. J'ai vraiment tous les aspects du travail, je les ai vraiment aimés. J'ai fait ça, enfin, j'allais au travail avec le cœur, en fait. Il y avait des hauts, il y avait des bas, surtout avec le patron. C'était pas toujours simple, mais on apprend à prendre un petit peu sur soi, en fait. On prend sur soi, on prend beaucoup sur soi. Et on rentre à la maison avec son sur soi et c'est pas facile parce qu'on a passé 8 heures au travail et il faut couper, mais on a du mal à couper. Donc en fait, tout le négatif qu'on a pris au travail, on le déverse à la maison. Donc ça a été compliqué pendant toutes ces années finalement. Et puis moi j'avais les enfants qui étaient petits, très petits. Donc on essaye de pallier, d'être bien, mais on n'est pas tous les jours bien. Donc quand ça se passe bien au boulot, c'est cool, tout va bien. Mais quand c'est des jours où ça se passe pas bien, on n'est pas bien. Donc on rentre à la maison, on crie. Donc vous avez 2 enfants. Ouais. À l'époque, ils avaient 3 ans. Eden avait 2 ans. Ah oui. Ouais, 1 an et demi. Mais en fait, j'ai commencé à travailler parce que j'en pouvais plus d'être à la maison. Parce que j'étais, je pense, déjà en souffrance d'être à la maison. Pourtant, on avait décidé que je reprendrais le travail quand Eden irait à la maternelle aussi. Donc là, j'ai commencé avant. Mais là, j'en pouvais plus en fait. C'était plus possible. C'est d'être à la maison, pouponner. Alors, c'est bien, hein, on le fait, je l'ai fait, j'ai adoré le faire, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, c'est plus possible en fait. Donc, Qu'est-ce qui vous manquait? le social, pas le social, pas le social, la vie en société, de voir les gens en fait. Okay. Ça, c'était pour moi, ça a été de me retrouver juste avec mes enfants. Et encore, au moment-là, j'étais chez mes parents, on vivait chez mes parents parce qu'on était en construction. Ça a été, ouais, non, c'était plus possible en fait. Donc, j'ai trouvé ce travail. J'ai repéré très vite le problème avec mon patron. Je l'ai repéré, mais alors moi j'ai toujours réussi à, entre guillemets, répondre, ou je me suis jamais laissé marcher dessus non plus au point de pas aller au travail, de mettre en arrêt. Je me suis jamais mise en arrêt pratiquement en 8 ans, on va dire, parce que ma dernière année de travail, ça a été un arrêt maladie. Et donc voilà, on fait, les jours ils se suivent, les enfants ils grandissent. Et je me rends compte que l'emprise du travail me fait de plus en plus mal, fait de plus en plus mal à ma vie de famille. Parce que le négatif, il vient trop dans mon chez moi en fait. Trop, c'est trop. Donc je crie, je crie beaucoup. Alors il n'y a pas de physique, hein, il n'y a pas de geste physique. Hein, j'ai jamais tapé mes gamins, mais presque l'envie des fois. Avec le recul, on sait c'est quoi en fait. C'est la rage qu'on a eue toute la journée, qu'on a envie qu'on exprime en fait, qu'on exprime et qu'on n'exprime pas sur les bonnes personnes. Donc ça c'est hyper compliqué. Ça c'est devenu hyper compliqué à gérer pour moi parce que non, mes enfants ils ont rien fait, mon mari ne m'a rien fait non plus, donc ils n'ont pas à subir pour un travail, même si je l'aimais mon travail. Et voilà, donc en fait les années elles ont passé comme ça, à vitesse grand V. Et un jour, qu'est-ce qui se passe un jour? J'ai ma cheville qui enfle. En fait, moi, ça a commencé à être l'élément déclencheur. Ma cheville qui enfle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, cette cheville? Donc, chez le médecin, on fait une échographie, on fait une radio. Je crois que j'ai même fait une IRM. Enfin, il n'y a rien. Tout va bien, il n'y a rien.
Donc, je vais chez mon médecin à l'époque, acupuncteur. Donc, il m'ausculte, qui me dit, bah écoute, qui m'ausculte, hein, je suis allongée, il prend mon pouls, et ça, je le dis toujours, ça, pour moi, ça a été vraiment le déclencheur. Il me dit, t'as pas de pouls. Comment ça, j'ai pas de pouls? Il me dit, on sent rien. C'était vraiment tellement, tellement bas que, ben ouais, c'était imperceptible. C'était vraiment, pourtant, j'avais de la tension. Il me prend la tension, il me dit, bah écoute, bon, elle est pas bonne ta tension, hein, mais je dis, bah, pourquoi elle est pas bonne? Enfin, c'est bizarre, j'ai toujours une bonne tension. Mais il me dit, ce pouls-là, ça va pas en fait. Ouais, forcément, il me demande le boulot. Je dis, bah non, ça va pas. J'en peux plus. Enfin, le patron, ouais, ça va plus. Lui connaissait un petit peu mon parcours au niveau du travail, donc forcément, il me dit, écoute, faut que tu fasses quelque chose. Tu peux pas laisser faire ça. Tu peux pas te laisser faire ça. C'est pas possible. Donc, et là, je me dis, non, il y a un problème. C'est vraiment pas normal. Donc, il me dit, écoute, tu pars en vacances, parce que je partais en vacances quelques jours après. Tant pis, ben, tu prends tes béquilles. Hein, je pouvais plus poser pied. C'était plus possible. Donc je finis mes 2 jours de travail, mon patron qui me dit bah qu'est-ce que t'as? Bah je dis tu vois bien, j'ai mon pied qui a enflé, il me dit bah qu'est-ce que t'as? Bah je dis bah rien, je peux pas poser le pied par terre, j'ai mal, donc il me dit ah ok. Bon bah ok. Comme d'hab, quand on était malade, c'est pas grave, c'est normal de venir au boulot quand on est malade, donc c'est normal que je dis bah, t'inquiète pas, je finis mes 2 jours et puis après je suis en congé 2 semaines. Ok, bon, voilà, c'est tout. Donc je me posais à la caisse et puis j'ai fini mes 2 jours comme ça. Ensuite, j'ai été chez. Donc mon médecin m'a envoyé chez un autre médecin, chez la nutritionniste, pour qu'elle me fasse un bilan sanguin. Il me dit, c'est quand même pas normal. Donc là, un bilan sanguin, la totale. Je vais en vacances et un jour, je reçois un coup de fil. Donc là, on était à la montagne, on était à je sais plus combien de mètres. Téléphone, il sonne, je décroche. Il me dit, oui, c'est le docteur. Bah écoute Claire, ça va pas du tout en fait. T'es au niveau neurotransmetteur, t'as plus rien, adrénaline, t'as plus rien, t'es vidé. T'es complètement vide. Je suis vidée. Et là, là je tourne, plus d'air, plus rien. Faut que là j'ai les enfants, Guillaume qui était un peu plus loin. Là je leur fais signe, ça va pas. Faut m'ouvrir la voiture, faut que je me pose. Et là, bah, les enfants ils me voient, j'étais en panique en fait. Et il fallait que je reprenne vraiment ma respiration en fait. Et donc, il me donne des trucs à prendre en homéo. Il dit, tu notes. Et ouais. Et là, j'ai dit, ok. En fait, pour moi, je me suis toujours dit, je suis morte. Je suis morte à l'intérieur. En fait, il m'avait pompé tout ce que j'avais de bien en moi. Il m'avait tout pris. C'était, ouais, on dit toujours les vampires énergétiques. Et là, j'ai eu affaire à un vrai vampire énergétique. Il m'avait tout pompé, en fait. Qui m'avait vraiment vidé de toute ma substance, de mon âme. Au moment-là, je n'avais plus d'âme. J'étais une coquille vide, un corps physique sans âme, vidé de tout ce qui pouvait être bénéfique pour que j'avance. Et ben c'est ma cheville qui m'a dit, tu peux plus avancer. Donc là, stop. Et merci ma cheville en fait. Merci mon corps en fait de m'avoir mis cet élément déclencheur qui m'a dit tu ne peux plus avancer, donc là maintenant tu t'arrêtes. En fait, c'était ça. Donc là, le déclenchement, burn-out, ouais. Là, tu es en total bad, là, la dépression, là, tu touches le bout, tu touches le fond, quoi. Tu touches le fond. En termes d'émotion, tout ça, c'était comment à ce moment-là? C'était un truc c'était fou parce que je pleurais, je pleurais souvent. Je pleurais des fois pour pas grand-chose, ouais, non, c'était des trucs qui remontent, beaucoup de choses qui remontaient à la surface, hein, forcément. Et puis là, on se dit, t'as donné tellement pour quelqu'un, parce qu'on se dit, pour un magasin, c'est pas qu'un magasin, c'est une entité, c'était lui, c'était le patron, donc on lui donnait aussi beaucoup à lui. Et j'ai toujours beaucoup donné aux clients aussi, mais des clients, j'ai toujours ressenti il y avait toujours un merci, il y avait toujours
Une reconnaissance. Et aujourd'hui, je le vois en fait, parce que quand je les rencontre, ils sont encore très dans eux, ils sont encore très dans l'émotion. Alors moi aussi, mais ils sont encore très dans l'émotion de tu nous manques, ou c'est con, t'es plus là, ou c'est plus pareil. Pourtant, ça fait 4 ans, donc je me dis, ouais, ils m'ont oublié, quoi. Non, en fait, ils n'oublient pas les gens. On se rend compte qu'ils n'oublient pas. Et donc, je rentre de vacances, j'ai fini mes vacances, rentre de vacances, et là, je retourne chez le médecin, il me dit, maintenant, je t'arrête. Vous l'avez accepté tout de suite? Ouais, parce que j'avais besoin, je pouvais plus y retourner, en fait. J'avais vraiment besoin de repos. Donc là, j'appelle mon patron, je dis, écoute, je suis en arrêt. Il me dit, combien de temps? 6 semaines. À chaque fois, il me mettait 6 semaines. Mais qu'est-ce que t'as? Mais je suis malade, en fait, je suis pas bien, je fais une dépression. Je dis, je suis en dépression, je peux plus, en fait. Je peux plus, voilà, c'est tout. Et puis j'ai mal à ma cheville. Voilà. C'est tout. Et donc là, je continue mes séances chez le médecin. Et là, il me dit, écoute, Claire, on se connaît quand même assez bien maintenant. Si tu le fous pas au prud'homme, je veux plus te voir. Je veux plus te voir. C'est même plus la peine de prendre rendez-vous. Et là, j'ai dit, ah ouais, mais non, en fait, ça, je peux pas faire, moi. Je peux pas mettre quelqu'un au prud'homme. Je peux pas mettre, ok, il m'a fait du mal, ok. Mais il a construit son truc, il a construit son business. Le gars, ça fait 30 ans qu'il est là-dedans, qu'il a commencé dans 15 mètres carrés. Et ok, maintenant, il a deux entités de dingue. Il tourne au taquet. C'est bien, mais il a construit ça. Donc non, je peux pas. Donc en fait, je suis plus retournée le voir. Je suis plus retournée le voir, en fait, celui qui m'a insufflé le. Donc après, je suis allée voir des médecins à droite, à gauche, qui me continuaient de me mettre en arrêt, parce que je pouvais plus retourner, en fait. Et parce que je savais que c'était vrai ce qu'il disait. Je veux plus te voir tant que tu l'as pas mis au prud'homme. Donc j'ai dit non, du coup, ok, je te prends au pied de la lettre, je viens plus te voir, je prends plus de rendez-vous. Bon, c'est tout, voilà. Et cette période-là, vous vous sentiez comment? Ah bah là, c'était horrible. Hein. J'ai rien fait, j'ai dormi. Okay. J'ai dormi et je dis toujours, je crois que j'ai dormi pendant 2 ans en fait. Alors, je dis toujours 1 an, vrai, pour de vrai 1 an, où j'ai dormi. Je mettais mon réveil le matin, j'emmenais ma fille à l'école, je rentrais, je me recouchais, je remettais le réveil parce que je la récupérais à midi. Je la faisais, elle mangeait toute seule. Je me couchais dans le canapé pendant ce temps, je mettais mon réveil, où elle me disait maman, c'est l'heure que tu m'emmènes à l'école. Je l'emmenais, et hop, de nouveau fin de journée, pareil, je remettais mon réveil. Et voilà, ça a été des mois et des mois et des mois et des mois et des mois qui se sont transformés en années. Mais c'était comme ça. Mes journées, c'était ça. C'était je dormais. J'allais me coucher, je suis fatiguée, je dors. Et je dormais, hein. Je dormais encore la nuit, je dormais à la commande, quoi. C'était. Oui, votre corps avait besoin en fait de se où j'avais besoin, il fallait que je pense à rien en fait. Mais j'étais pas bien parce que j'avais envie de travailler, j'avais quand même cette envie de sortir, de travailler, mais c'était impossible en fait. Oui, en fait, vous étiez quand même tiraillée à ce moment-là. Complètement, parce que il y a quand même des jours où ça allait mieux, enfin physiquement, où ça allait, où j'avais plus mal. Et puis finalement, non. Et puis après, j'ai quand même repris le travail. J'ai quand même repris. Et là, c'est mon épaule qui a lâché. La tendinite à l'épaule. Et là, je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, je retourne chez le médecin. Elle me dit, là, échographie. Oui, tendinite. Parce que d'abord, je me dis, non, c'est dans ma tête. Hein. Donc on force, hein, on y va. Hein. Les gestes, toujours les mêmes. Puis moi, au boulot, j'étais remontée sur pile au boulot. Hein. Moi, je faisais le boulot de 3-4 personnes. Surtout qu'au moment-là, ça rentrait, ça sortait au niveau des employés. C'était toujours... mais j'étais toujours, entre guillemets, là, celle qui devait former un petit peu tout le monde, l'ancienne qui était là, ouais, les clients qui disent non, on veut que ça soit Claire qui soit là, qui nous aide à trouver ce qu'on veut. Ouais, mais je suis pas tout le temps, enfin je suis pas seule et puis je suis pas tout le temps dispo non plus, mais
Mais je le faisais en fait, donc je faisais la réserve, en même temps j'allais conseil client, j'avais toujours le téléphone sur moi, ça faisait que sonner. Après, mais c'était encore pas trop gênant, c'était le fait que derrière il n'y a rien, il n'y a pas de, il y a jamais eu de remerciements. Donc, et puis là, l'épaule, je dis bon, ben écoute, eh ben, c'est pas grave, on y retourne, hein, on retourne chez le médecin. Donc médecin, arrêt, tendinite. Donc là, ben, on fait rien. Donc là ça a été dur parce que j'ai dû arrêter le sport pour vrai de vrai. Donc là, je rentre dans ma deuxième année de maladie pratiquement, ouais, de maladie en fait. Et là, je rentre dans ma deuxième année où je suis au bout de ma vie. Le niveau, enfin, ça avait encore augmenté par rapport à la première. En fait, ça prenait de la puissance. Ça n'a pas pris de puissance parce que là, je me suis bien rendu compte que c'était le boulot en fait. Là, j'étais vraiment dans l'acceptation de oui, c'est le boulot. En fait, c'est le boulot qui te rend malade. Donc, en fait, là, il faut que tu prennes une décision. Du coup, et là, ben, forcément, je continue de pas être bien. Et puis, c'est là que un jour, je reçois de quelqu'un, de ma tante, un fameux numéro de téléphone, deux fameux numéros de téléphone. Et que là, je dis, ah non, ça va me servir à rien. Ça va me servir à rien. Voilà. Et puis finalement, j'ai appelé dans la journée, j'ai pris rendez-vous avec vous. Voilà. Parce qu'avant, c'était quoi alors? T'as pas besoin d'aide, comment dire, tu vas t'en sortir toute seule, tu t'es assez grande, tu vas pas dépenser de l'argent pour ça, ça va aller. Ça va aller. Tu vas te reposer encore un petit peu, puis ça va le faire. Et puis non, en fait, ça a été très rapide finalement, parce que je crois que j'ai appelé dans la journée, vraiment, elle est venue l'après-midi, elle me dit, je sais que ça va, je vois que ça va pas, je vois que ça va pas depuis un moment, j'ai ces numéros-là, tu fais ce que tu veux avec. Elle me les a notés sur un papier, et ouais, non, et là j'ai dit, non, seule, je vais pas pouvoir en fait, ça fait déjà 2 ans, moi je peux pas tenir, quoi, je peux pas continuer comme ça, je dis, je vais faire quoi, 3, 4 ans? Et puis, je vais me retrouver à 40 ans sans boulot, sans avenir prévisible à l'horizon. Du boulot, j'en ai retrouvé. Hein. Il n'y aurait pas de souci, j'en aurais retrouvé le lendemain. C'était pas un problème. Hein. Moi, j'ai dit, je ne peux pas faire quelque chose si ça ne va pas. Donc, j'ai besoin de me reconstruire. En fait, il a fallu que je sois complètement déconstruite, plus bas, hein, tout en bas, que pour me reconstruire. Vous vous souvenez avec quoi vous étiez venu? Vous attendiez quoi de moi au tout début? C'était par rapport au projet professionnel. Je suis venue, mais presque... en fait, ça a été ça. Parce que quand j'ai... cette deuxième année là où j'avais la tendinite, j'avais commencé à travailler sur un projet donc avec une de mes anciennes collègues. On était devenus assez proches, on était devenus amis via le travail. Du coup, on était toujours restés en lien. Et puis, en fait, on s'est dit, mais viens, on fait un truc ensemble. Moi, je fais la cuisine. Moi, je dis, je fais la cuisine. Toi, tu t'occupes. Voilà. Donc, on était à fond sur ce projet-là. Et donc, on a fait plein de démarches, on a fait plein de choses, plein de choses. On a été visiter des locaux, on a été voir une agence de com, mais en fait, on a tout fait dans le désordre. Mais ça aurait pu le faire. Franchement, ça aurait pu le Mais faire. c'était l'énergie pour partir, en fait. En fait, ça aurait pu le faire. Donc là, pendant quelques mois, j'ai travaillé là-dessus. On a travaillé là-dessus. Et puis c'était un mois de janvier. Elle m'a dit, écoute Claire, je suis désolée vraiment, mais je ne vais pas pouvoir continuer avec toi. Pour moi, c'est trop. Tu sais qu'on n'aura pas de salaire au début, ça va être compliqué. Moi, j'ai quand même besoin d'un salaire. Toi, ça va, t'as Guillaume. Là, je dis, ouais, ok. Je dis, ok, pas de souci. Je prends la chose correctement. Je dis, bon, ça sert à rien, mais. Et donc, je suis venue à ce moment-là, c'était par rapport à un projet professionnel. Mais en fait, non, en fait. Donc, on a commencé à parler de ça, mais c'était vite le perso. Enfin, et heureusement en fait, c'est la reconstruction personnelle avant le développement professionnel. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que je dis, c'est que si on ne se soigne pas personnellement, d'abord, si on cherche pas
si on ne soigne pas les blessures personnelles en amont, au niveau professionnel, on ne peut pas en fait, parce qu'on ne se trouve pas. Ou on tâtonne. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est qu'on papillonne à droite, à gauche, mais on ne va pas dans le bon sens. Limite, on commence en haut de l'échelle et puis on va décrescendo. Mais non, en fait, d'abord, l'échelle, il y a le premier palier et puis on monte au fur et à mesure. Et en fait, il fallait retrouver vos fondations, en fait. En fait, il a fallu reconstruire les fondations qui étaient tombées, qui étaient complètement, qui étaient déconstruites. Hein. C'était voilà une maison. Il y a eu une tornade sur la maison elle est tombée. Voilà, va falloir maintenant remettre tout ça sur pied. Et ce qu'il y avait, moi j'avais trouvé ce qui était très ambivalent, et c'est pour ça qu'on était parti là-dessus sur l'accompagnement, c'est que il y avait à cette première séance, il y avait du coup le projet que vous aviez en tête, mais derrière on ressentait en fait toutes les émotions encore, la colère, et en fait ça paraissait logique qu'on commence par s'occuper des émotions qui avaient déjà présentes, la colère, voilà, pour après en fait aller vers ce projet pro. Et c'est comme ça en fait que le chemin il a tourné pour s'occuper de vous en fait avant. Une belle reconstruction après la déconstruction, hein, c'est tout. Hein, ça a été tellement bénéfique. Mais par quelle étape du coup vous êtes passé? Parce que c'est pas confortable. Hein. La période là, elle est loin d'être confortable. Hein. Pas confortable. Donc, oui et non, parce que en fait, on se rend compte au fur et à mesure des rendez-vous, parce que je venais quand même tous les 15 jours. Hein. J'avais vraiment besoin de venir tous les 15 jours. Tous les 15 jours, c'était quand même assez violent. Hein. Le rendez-vous, c'était quand même à chaque fois très... c'était sport, quoi. Mais finalement, c'est quoi? C'est la première fois, on a fait 10 séances. Je me souviens, on a fait les 10 séances, ça a été... Mais j'étais à chaque fois tellement heureuse de venir, mais je savais que ça allait faire mal. Donc c'est un peu maso, hein. On se dit, t'aimes bien aller te faire mal, ouais, mais c'est tellement bon derrière, en fait, que... Se confronter à soi, en fait, quelque part. Soi, et puis, découvrir tellement de choses de soi. Moi, c'était ça, en fait, c'est que j'étais quelqu'un d'autre avant, que je ne suis plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis moi, ma vraie moi, en fait. Et ça, c'est quand même exceptionnel, ça me fait fou. Ça, c'est exceptionnel, ouais, de se dire, en fait, t'as été une autre personne. T'as joué un jeu pendant des années, en fait. T'as joué un jeu, t'étais actrice, mais sans t'en rendre compte, en fait. Mais qu'est-ce qui vous a le plus surprise, étonnée, émerveillée sur vous à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'il y avait de la matière, en fait. Que je pouvais faire énormément de choses déjà par moi-même. Parce que c'est vrai que je me suis mariée jeune, 24 ans, j'ai eu les enfants jeunes, 24-25 ans. Et puis se sentir toujours finalement très... comment dire, pas libre, parce que j'ai toujours été relativement libre, mais c'est cette sensation d'être toujours... je trouve plus le mot. Dans des rôles? La bonne épouse, la bonne maman, la bonne collègue. Dans le rôle de jouer toujours la personne au bon moment, mais de ne jamais être, pas moi, mais autonome. En fait, il y a toujours quelqu'un qui est là pour te diriger. Et là, je dis non, mais en fait, c'est toi qui dois diriger ta vie. Et je pense que le jour où j'ai pris la décision de passer ce coup de fil, de prendre rendez-vous, là, il y a eu, voilà, tu es maître de ta vie, en fait. Je suis maître de ma vie. Et si je ne l'avais pas fait, au moment-là, j'aurais pu tout de suite mettre fin à ma vie, en fait. C'était fini, en fait. Ok, t'as des enfants. Ok, t'as un mari. Ok, t'as une belle maison. Ok, t'as tout ça. Tout ça, mais... Alors, il y a l'humain, mais il y a le matériel. T'as tout ça, c'est très bien. Mais si toi, t'es pas... Si toi, t'es morte, en fait, parce que je dis toujours, j'étais morte. Si toi, t'es morte,
qu'est-ce que tu peux apprendre à vie aux autres, en fait? C'est pas possible. Donc, ouais, ben oui, ben, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à être moi, en fait, et j'ai appris à vivre. Voilà, j'ai appris à vivre. Quel âge j'avais? J'avais 35 ans, 34, 35 ans, 34 ans. Ben voilà, j'ai appris à vivre, j'ai appris à me révéler, à me réveiller. Je me suis réveillée, ouais, à 35 ans, quoi. Là, j'en ai bientôt 40. Et, quand je pense, aux séances et qu'est-ce qu'on se disait, qu'est-ce que je me disais, où t'en seras à 40 ans? Parce que j'avais un objectif à la con. Je me souviens, à 35 ans, je me disais, ouais, si à 36 ans, t'as pas ouvert ton truc, c'est plus la peine, tu retournes travailler. En fait, non, hein, bah, ça a été plus long que prévu. C'est toujours plus long que prévu. C'est pas grave, en fait, heureusement que ça s'est passé comme ça. Mais heureusement que je suis tombée sur des personnes, Pôle emploi, qui m'a dit va faire ce CAP cuisine. Et heureusement que j'ai été faire des stages dans des restos où j'ai dit ah non, c'est pas du tout ce que je veux faire, c'est des trucs de fou. Où là je me suis retrouvée dans des situations où là on revient quelques années en arrière avec un patron complètement bipolaire, où là on se dit ah non, 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 en fait je peux pas. Ils sont fous, ils sont fous, ils sont fous. Moi, je peux pas revivre ça, en fait. Et trouver, réussir à dire et réussir à faire et à voir ce que je ne veux plus. Je ne veux plus, c'est que je ne peux. Je pourrais le revivre encore. Parce qu'on se dit, allez, on est fort, on y va, c'est pas grave, tu rentres à la maison après, ta journée de travail, ça va vite passer. Mais non, stop. C'est fini en fait. Bah, quand on se réveille, en fait, on peut plus faire comme avant. Se dire après, bon, bah, il y a l'effet financier qui se dit ah, ça craint quand même, hein. Donc là, en termes de peur, vos peurs à ce moment-là, c'était quoi? Le côté financier. Le côté financier, le côté de mettre en péril ma famille, ma maison. Parce que, alors je dis toujours, alors ça c'est toujours entre guillemets, c'est toujours un petit souci entre guillemets et moi, parce que je dis toujours sa maison, parce que pour moi c'est le gros, c'est lui qui l'a payé. J'avais un salaire pas énorme, donc pour moi mon salaire c'était plus entre guillemets loisir, c'était les enfants, les vêtements, un peu de courses, l'essence, voilà, c'est pas vraiment la vie en fait, parce que lui il prend en charge le 70%, moi j'étais le 30%, lui était 70%, donc toujours ce petit truc là à se dire ouais ben finalement heureusement qu'il est là. Alors oui, heureusement qu'il est là. Je le dis aujourd'hui, heureusement qu'il est là, parce que ce que je fais aujourd'hui, je pourrais pas le faire sans lui. Et financièrement, voilà, financièrement. Parce que sinon le reste c'est tout moi en fait. Donc là je peux pas, le projet c'est moi 100% quoi. Il n'y a personne d'autre avec moi, même si je suis soutenue, mais c'est quand même 100% moi. Et ouais, les peurs, c'était ça. C'était surtout, purée, si tu fais un truc et que tu arrives à mettre tout le monde dans la panade à cause de ce que je me disais, c'était d'une lubie parce que tu n'as plus envie d'aller travailler chez un patron bipolaire, voilà, c'est parce que toi, tu as peur, parce que je dis toujours, ouais, en fait, est-ce que vraiment j'ai défié la peur? Mais en fait, c'est que j'ai toujours cette sensibilité-là, elle restera toujours, de cette peur de me faire crier dessus, d'être pas à raccord avec l'autre. Mais finalement, ça c'est que dans le cadre du travail en fait. Mais et il y a énormément de gens comme ça, et je m'en rends compte dans mon entourage, qui finalement ont peur de cette crainte d'aller au boulot parce que qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que mon patron il va me dire? Qu'est-ce qu'il y aura aujourd'hui? Oui, t'as toutes tes chances que ça se passe très mal. Et puis, mais en fait, moi, j'ai dit non. Maintenant, si il se passe quelque chose de mal, c'est de ma faute. J'en prends l'entière responsabilité. Mais ça, je le dis, je leur dis. Je ne sais pas si un jour j'aurai des employés. C'est compliqué là en ce moment avec les employés.
Pour l'instant, je me dis non, pour l'instant, j'aurais pas d'employés, mais j'aimerais bien faire quelque chose avec des employés, peut-être plus dans le social, on verra plus tard. S'il y a vraiment quelque chose, ben c'est moi en fait. Ça sera moi le pro, ça sera moi le. Mais jamais je ne pourrai être comme mon patron aura été avec moi ou mes patrons auront été avec moi. C'est pas possible en fait. Mais les peurs, si on était aux peurs, moi ce que je me souviens de l'accompagnement, c'est que les peurs, ce qu'elles généraient aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de procrastination au début du projet. Et ça partait dans tous les sens. De un côté, vous n'arriviez pas à avancer, et de l'autre, dans votre tête, vous aviez plein d'idées, et ça allait en fait dans tous les sens. C'est énorme en fait, parce que il y a des jours, j'avais rien envie de faire. J'ai pas envie aujourd'hui. Pourtant, j'ai du boulot. Mais... Et donc, je restais là, amorphe, un petit peu. Ouais, t'inquiète, t'as le temps, on pourra faire ça demain. Et puis c'est vrai que quand vous me donniez des choses à faire, j'étais là, purée, j'ai pas fait. Ou je m'y mettais à la dernière seconde, un peu comme à l'école, le devoir à rendre pour demain, on l'a eu déjà il y a 15 jours. Hein, bon, ben voilà quoi, hein, donc on se retrouve un petit peu entre guillemets dans la merde, on se dit, ah, j'ai pas fait. Et puis ouais, tout allait dans tous les sens. Donc là, juste pour que du coup les gens comprennent, vous avez dû reprendre un travail. Après quand j'ai commencé à vous voir en même temps, il y a eu forcément des rendez-vous pour l'emploi. Il fallait que je retrouve du travail. Donc, ils m'ont envoyé Greta faire de la formation. Enfin, c'est truc n'importe quoi. J'ai dit à la nana, j'ai dit, écoutez, moi là, je suis en pleine thérapie, là, en pleine reconstruction. Je dis, vous pouvez pas me faire un bilan de compétences alors que je sais pas où je vais aller. Elle a très bien compris, elle a dit, je vous valide vos heures. Elle a signé, voilà, vous avez fait vos heures, rentrez chez vous. Vous viendrez me voir si l'envie vous prend. Donc voilà, je me dis encore une fois, super, merci, sympa. Et cette conseillère Pôle emploi qui me dit, écoutez, vous ne pouvez pas rester comme ça, vous avez un projet professionnel, il est super, il faut aller au bout. Par contre, allez faire un CAP cuisine. Ça va vous donner du poids, ça va donner du poids dans la balance au niveau bancaire, au niveau vous, ça va vous redonner confiance en vous. Je dis, ouais, retourne à l'école, enfin voilà, je voulais pas. Hein. Puis finalement, si, j'ai rempli le dossier, j'ai eu mon rendez-vous, j'ai été acceptée pour faire ce CAP cuisine, donc en 9 mois au lieu de 2 ans. Donc intense, avec des stages aussi plus intenses l'un que l'autre, parce que la restauration, c'est chaud, c'est vraiment très très chaud. Et ensuite, j'ai été embauchée dans un restaurant, donc il y a eu le Covid, j'ai été embauchée dans un restaurant, j'ai commencé, puis là, ils m'ont à peine le contrat signé, ils m'ont fait péter un plomb. À peine signé, hein. Donc, genre, j'ai signé le CDI. Une semaine après, je démissionnais. Bon, entre-temps, j'avais trouvé l'autre. Donc, en tant que vendeuse. Et donc bien, hein, petit boulot de vendeuse, tout de suite, je lui ai dit à mon patron, j'ai dit, écoutez, par contre, là, moi, je suis en train de monter mon projet. Donc là, j'étais dans la construction du projet, vraiment d'aujourd'hui. Enfin, un peu je l'ai changé en cours de route, mais voilà, j'étais sûre. Mais c'est bon, j'avais fini, moi, j'avais vraiment fini mon gros travail. Et du coup, là, il a fallu, ensuite, j'ai commencé à travailler. Ça se passait plutôt pas trop mal, même si vraiment je m'ennuyais à 100 sous de l'heure, mais ça se passait pas trop mal. En tout cas, j'avais pas cette sensation d'être, je n'avais pas quelqu'un au-dessus de moi qui était complètement taré à me crier toute la journée pour des broutilles. Bref, et donc là, je continue à travailler sur mon projet en parallèle, voilà. Et puis bon, un jour, il me licencie parce qu'il ne peut plus me payer. Et là, je dis, stop, ça y est, c'est bon, c'est le moment. Je dis là, maintenant t'arrêtes tes conneries, t'y vas, tu fonces. Et tu vois comment tu vas pouvoir bidouiller ton truc là. Hein. Est-ce qu'avec le recul, ça c'était vos peurs du coup qui vous faisaient reculer le moment? Oui, parce que mais j'étais pas encore prête. Ouais.
En fait, il a fallu que je vive cette dernière expérience, et merci, je l'ai vécue, pour me dire, parce que j'ai vu plein d'erreurs chez lui, énormément d'erreurs chez lui, qui ont fait que, tu vois, ça, tu aurais pu le faire, mais tu le feras pas. Ça, tu aurais pu le faire, tu le feras pas. Donc, j'ai travaillé pendant quelques mois avec un organisme qui aide à monter les projets. Bon, ça m'a pas plus aidé que ça, hein. Pas vraiment en fait. Non, pas vraiment. Mais ça m'a guidée sur certaines voies. Et là, je dis, bon, maintenant, je pose mon truc. Je voulais un local, ça a pas abouti, ça sera pas un local, ça va être de la livraison. Ok, on fait ça comme ça, comment je vois les choses. Et en fait, ça a été très rapide en fait. Je dis, je mets ça en place. Le nom, je l'avais depuis 4 ans, je l'avais ce nom. Et il fallait que je trouve un nom. Et j'ai dit, c'est ça ce nom. J'ai rouvert mon cahier, que je n'avais pas ouvert depuis longtemps. Il est là, il est écrit sur ma feuille là. Là, il est là. Donc, ce sera ça. Et donc, le projet, c'est quoi? Donc, le projet, donc Vite à table, eh ben, c'est de la cuisine bio, de la cuisine fraîche, de la cuisine intuitive. Et je mets tout en bocaux. Donc, ce n'est pas des bocaux de conservation. C'est juste que le bocal, c'est l'assiette. C'est l'assiette ou le contenant. Voilà. Donc, que des produits frais. Que des produits frais que j'achète chez les maraîchers autour de chez moi, 20 km autour de chez moi. Donc, produits légumes, fruits, légumes. Bon, fruits, c'est un peu plus compliqué. Viande, pareil, je la prends aussi chez une productrice près de chez moi. Après, tout ce qui va être autour, bon, les épices, alors là, je les prends, elles sont près de Nantes, mais ça, c'est pas grave, c'est aussi au niveau éthique, il y a vraiment quelque chose de très lourd derrière, c'est du bon, et les nanas qui travaillent dans la boîte là, elles sont géniales, je vais aller les voir d'ailleurs au mois d'octobre ou novembre, je vais aller visiter leur petite entreprise, et en fait, je travaille que avec des gens qui me font vibrer. Voilà. Quand je rencontre les gens, s'il se passe rien, c'est pas la peine. Bio ou pas bio, hein. Voilà, c'est pas possible. Faut qu'il y ait quelque chose, faut qu'il y ait une âme derrière en fait. Et donc là, au fur et à mesure, c'est vrai que je rencontre des gens, voilà, des gens formidables et en fait c'est vraiment une histoire, c'est une belle histoire. Du coup, c'est une super belle histoire parce que au fur et à mesure, en fait, même par rapport à des projets que je veux mettre en place, en fait, ça me tombe dessus comme ça. Donc, vous avez officiellement ouvert quand? Je suis enregistrée depuis décembre, mais officiellement, j'ai commencé en mars. Ok. Voilà, parce que je voulais commencer janvier, mais janvier, il y a eu Covid dans ma famille. Il y a eu plusieurs Covid et ça a été hyper compliqué parce que j'ai dû gérer un petit peu. Et puis février, je me suis un peu reposée et puis fallait que je prépare des commandes à passer, à aller voir un petit peu à droite à gauche les fournisseurs. Et puis réellement, le site n'était pas prêt non plus, donc je voulais que le site soit prêt aussi pour le démarrage. Donc le site a été prêt à temps, donc c'était très bien. Donc ça aussi, le site a été un gros morceau du coup, un jour, mes cartes, j'ai reçu mes cartes, ma commande de cartes. Donc la première petite photo mise sur les réseaux, voilà, mes petites cartes, les gens ont compris. Donc là, ça fait sans rien dire, sans rien trop dire aux gens autour de moi. Et bof, voilà, cette petite carte était posée là. Et là, c'est les messages des gens, quoi. C'est ah, félicitations, on savait pas, c'est cool, ah, super, ça y est, enfin, t'y es. Et dans votre esprit, à ce moment-là, c'était comment? Ça y est, t'y es. Ça y est. Ouais. Ça y est, t'y es, t'as réussi en fait. C'est comme. Alors, on ne sait pas trop où on va, hein, c'est au jour le jour, hein, c'est vraiment. Mais. Ça vous apporte quoi C'est hyper gratifiant. au quotidien? Et, au quotidien, beaucoup de liberté déjà. Liberté surtout psychique. Pas forcément physique, parce que c'est physique ce que je fais. Je suis debout des heures. C'est beaucoup, beaucoup de travail parce que je fais tout toute seule, donc les découpes, etc., la cuisine.
C'est très éreintant, hein, mine de rien, on peut pas, enfin quand on est seul comme ça, c'est très fatigant. Euh, mais c'est de la bonne fatigue. Mais psychiquement, c'est tellement bon en fait. Et c'est l'évolution en fait, c'est l'évolution des choses, c'est se dire tous les jours c'est différent, c'est d'ouvrir son téléphone et d'avoir des messages des clients tous le plus beau l'un que l'autre parce que en fait c'est assez hallucinant parce que les gens ils te comprennent en fait ils comprennent ta démarche et ils ressentent je dis toujours je peux pas travailler si je suis pas bien en fait. Donc en fait quand je suis pas bien je vais marcher, je pars, je prends un sac à dos, je mets des baskets et je pars. Parce que quand ça va pas, c'est pas possible. En fait, ça me perturbe. Je suis complètement à droite, à gauche. Je veux tout faire en même temps, mais ça va pas. Donc c'est vraiment le schéma. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'elle dirait, Émilie? Ouais, bon. Et là, je dis, bah non, bah là, en fait, tu prends tes baskets et tu te casses. Tu vas marcher. Donc j'ai mon petit chemin, j'ai toujours mon petit chemin de Compostelle. Voilà, je sais que ça me fait du bien, je suis ressourcée, j'ai des idées qui me viennent parce que mine de rien, quand ma cuisine, c'est beaucoup grâce à la nature en fait nature, l'univers, je sais pas en fait, que ça me vient en fait, ça me vient c'est comme ça, c'est pour ça que je dis quand je suis pas bien, il y a rien qui me vient en fait, je peux pas. Mon cerveau il est fermé et en fait laisse tomber, c'est pas la peine, va te coucher ou va marcher, va marcher. Et quand je marche en fait j'ai les idées qui me viennent. Mais souvent, c'est Et comme ça. ça flue, ça flue, ça flue. T'as des tomates, ouais, tes tomates, tu vas faire ça. T'as des courgettes, ouais, tu vas faire ça. Et tu rentres, et hop, pouf, tu t'y mets. Et là, tu t'y mets, complet. Mais là, en fait, ce que vous expliquez, c'est valable en fait à plus grande échelle. En fait, quand on se sent stressé, quand on a des peurs ou quoi, en fait, notre cerveau, il rétrécit tout. On voit plus les possibilités, en fait. Tout est fermé. En fait, c'est fermé. On a des yeux pour voir, on a des oreilles pour écouter, mais c'est tout. On a encore des pieds pour avancer, mais en fait, enfin moi je dis toujours, si je me braque, si je suis pas bien, je suis là sur mon plan de travail, mais il se passe rien de bon, ça m'énerve. Et là non. Et là je dis toujours, je pense aux clients, je dis je peux pas leur faire ça. Comme si j'avais des employés, je pourrais me dire, je peux pas lui faire ça, je peux pas lui faire vivre ça en fait. J'ai pas besoin qu'ils vivent mon mal-être du moment. Et là, mes clients, je pense à eux, je dis, je peux pas leur faire vivre mon mal-être à travers ce que je cuisine. Parce que la cuisine, c'est ça. C'est quoi la cuisine? C'est ça. Et je l'ai vécu pendant mes stages, c'est transmettre un message. Mais quand le message, il est déjà bourré de stress, parce que il manque ou ça, c'est pas assez cuit, ou la tomate, elle est pas au bon endroit, ou le steak, il est trop cuit, vas-y, recommence, ou ça, c'est encore congelé, c'est pas décongelé assez vite, ou... Pour moi, non, c'est pas possible, en fait, je peux pas transmettre ça. Donc pour moi, la cuisine, c'est une transmission déjà de tellement d'émotions. Et moi, quand je cuisine, quand je mets mes mains dans la cuisine, quand je tiens un couteau, eh ben, je suis consciente de ce que je fais. C'est toujours la cuisine intuitive, la cuisine en conscience. Et voilà, je mets ma petite musique. Je travaille pas avec du brouhaha, je travaille avec de la musique douce. Voilà, ça aussi, j'ai appris ça aussi avec vous, avec les Hertz, les 432 Hertz. Alors ça dépend du moment, mais quand je sens une pollution atmosphérique autre, voilà, je vais mettre autre chose, mais voilà, donc je mets ma petite note à moi, ma petite note de musique, voilà, c'est mon âme en fait, mon âme qui renaît, on dit toujours le phénix qui renaît de ses cendres, hein, c'est un petit peu ça. Ben en fait non, c'est la Claire, ma Claire, Claire Amandine, hein, je dis toujours, je me suis réapproprié ce prénom. Il y a eu énormément de toute façon, il y a eu énormément de chutes. Hein. Toujours, de toute façon, la chute, elle est bonne, elle est nécessaire, la chute, pour pouvoir remonter. Après, je dis toujours, il y a des gens, on ne sait pas si un jour ils ont chuté ou est-ce qu'ils sont encore dans la chute.
Après, moi, je souhaite aux gens vraiment de rencontrer des gens comme vous, de trouver son coach de vie, de trouver sa personne qui va... Après, je dis toujours, on peut être aidé comme ça par un ami. Mais l'ami, très clairement, il va prendre sur lui tout ce que vous êtes en train de lui dire. Tout ce qu'on s'est dit, vous arrivez à le... Voilà, il y a quelque chose. De toute façon, entre nous, il y a quelque chose. Il y a un fil, c'est sûr, mais un ami, c'est encore différent. Donc, moi, aujourd'hui, oui, j'ai des amis à qui je me confie, etc. C'est pas pareil. Après, c'est pas pareil. C'est pas pareil que quelqu'un qui va vous guider, qui va vous remettre un petit peu sur la voie, puis qui va être complètement détaché de tout ce qu'on va dire et tout ce qu'on va penser, etc. quoi. En restant... Oui, voilà. mais qui va vous donner en tout cas des outils pour pouvoir vous reconnecter en fait à qui vous êtes vraiment, au-delà en fait des peurs, au-delà de tout ça. Et puis de comprendre aussi les peurs, parce qu'en fait les peurs elles ont aussi des messages. Vos peurs elles vous ont permis de ne pas vous lancer non plus comme ça. En fait j'ai écouté. Bah oui, c'est ça. J'ai écouté et j'ai arrêté de vouloir aller trop vite. Parce que c'est vrai que j'ai toujours été comme ça. Ce que je veux, je l'ai. Et ça, je l'ai vu par exemple, chez moi à la maison. Ce que je veux, il faut que ça soit là maintenant tout de suite. Alors coûte que coûte, mais aujourd'hui je me dis non en fait, si on peut pas, on peut pas. Si je peux pas même m'acheter quelque chose, si je peux pas, je peux pas. Je vais pas mettre alors qu'avant je m'en foutais en fait, je me mettais en danger financièrement pour pouvoir me payer une paire de chaussures par exemple. Et puis je regrettais tout de suite, je dis n'importe quoi en fait, t'as vu ton compte en banque? Il ressemble à rien alors que tu vas encore t'acheter des chaussures, t'en as déjà 30 paires dans la cave. Enfin non. Donc ça c'était avant, ça c'était moi avant. Parce que ça compensait aussi des choses. Les achats compulsifs, la nourriture, je suis passée par beaucoup d'étapes comme ça en fait, le compulsif, pour, pour remplir des manques, pour remplir des souffrances, pour remplir certainement aussi des questionnements sans réponse, plein de choses. Mais là aujourd'hui, donc oui, il a fallu reconstruire du perso, beaucoup de perso, pour construire construire aussi un perso plus serein, parce qu'à un moment donné, personnellement, c'était très chaotique aussi. Ça a été aussi la descente aux enfers personnellement. Donc en fait, il y a tout, à partir du moment où on se soigne vraiment pour de vrai, je dis vraiment pour de vrai, on ne dit pas on va voir un psy 2 3 fois, on reçoit un peu de médoc, et puis on pense que ça va mieux, et puis voilà, la vie elle est belle. Ouais, super, la vie elle est belle avec des médocs, super. Non, je ne suis pas du tout convaincue par ça, d'ailleurs je ne l'ai jamais fait. Mais la vie elle est belle à partir du moment où on a compris qu'on peut aller mieux et qu'on peut se sortir par la parole et par des outils, quoi. Parce qu'il y a eu quand même un moment, et ça je trouve que c'est intéressant aussi de le dire, le début de l'accompagnement où là vous étiez vraiment à fond dans toutes vos émotions, la frustration, la colère, enfin tout était mélangé. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses au niveau perso du coup qui n'allaient pas. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu d'accompagnement, ça aurait pu aussi péter clairement votre foyer. Parce que là, vous étiez sur le chemin en fait. De toute façon, c'est comme je dis, au moment-là, si je ne faisais pas quelque chose, j'aurais pu mettre fin à ma vie. Et je pense que ça aurait été la meilleure des solutions. Presque, j'en étais presque là. Et les gens qui vont m'entendre, ils vont pas comprendre, ça c'est certain. Ils vont se dire mais pourquoi alors que les gens me voyaient, j'étais toujours souriante dehors. On dit toujours on met un masque. Moi j'ai eu un masque, et un sacré masque, avec des chaînes. J'étais câblée de partout. Parce que c'était imperceptible, à part certaines personnes qui savaient, parce que je me permettais de leur dire et de pleurer devant eux et de me décharger. Et je remercie ces personnes-là, mais tout le monde ne le savait pas en fait. Tout le monde ne le savait pas, et
la chute a été très très dure, hein, mais même, enfin, finalement, même à la maison, hein, mais ouais, au moment-là, si j'avais rien fait, non, là, je pense que je serais ça. Je sais pas où je serais en fait. Honnêtement, je sais vraiment pas où je serais. En tout cas, séparés, c'est sûr. C'est sûr. À séparer, c'est sûr. Certain. Alors qu'il a fallu en fait vous reconnecter à vous et se rendre compte en fait que le problème c'était pas l'autre en fait, il y avait des choses. C'est sûr parce que le problème c'est que même dans un couple, le problème c'est que si l'autre ne comprend pas, en fait c'est pas qu'il comprenait pas, c'est que moi je ne voulais pas me laisser aider en fait. Enfin, c'est pas après à un moment donné c'est pas sa famille, la famille à un moment donné elle peut rien faire pour vous de toute façon. Elle peut que être là et puis subir et attendre. Et en fait je me souviens de du début hein, du travail avec vous. Quand Guillaume me dit ça va plus du tout, va falloir qu'on prenne une décision, lui limite la décision était prise. Et là je lui ai dit patience, sois patience, je sens que les choses sont en train de bouger. Et ouais, et en fait oui, ça a tellement vite bougé en fait qu'un jour il m'a dit merci d'avoir fait ce que tu as fait en fait. Et là, j'ai dit, ouais, ben voilà quoi. Ça a sauvé votre famille aussi finalement, oui, tout ce chemin. Parce que lui, il n'était pas OK à la base. Il me dit, ouais, tu te rends compte, tu vas dépenser beaucoup d'argent. Voilà, le côté argent, hein, le financier, c'est hyper compliqué. Mais j'ai dit, je me le paye avec mon peu de chômage que j'avais vraiment très peu. Hein, j'avais 400 € par mois à l'époque. J'ai dit, je m'en fous, je me le paye. Je dis, et aujourd'hui, je dis, ça a été le meilleur investissement de ma vie. Voilà, ça si je peux donner un conseil aux gens, c'est investissez sur votre personne, sur votre famille, parce que c'est plus important. Et c'est un investissement en fait, c'est un investissement financier. Alors ouais, ok, on n'a peut-être pas forcément les moyens de se payer une coach, de se payer un thérapeute, de se payer quelque chose pour aller mieux, mais si on sent que c'est nécessaire, il faut le faire, coûte que coûte. Le financier, on trouve toujours une solution. Il y a toujours quelqu'un qui peut vous prêter de l'argent à un moment donné. Enfin, moi, c'est ce que je me dis, c'est que je pense que si j'avais pas pu, je serais peut-être allée voir mes parents ou j'aurais dit à Guillaume, écoute, j'en ai vraiment besoin là, il faut. Mais là, c'était important pour moi que ça soit moi, ça vienne de moi. Vous réapproprier. Me réapproprier. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ouais, bah en fait, tu as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux avec ton argent en fait. Ouais, donc j'ai commencé à faire ce que je voulais avec mon argent en fait. Voilà, puis me dire, ouais, c'est pour les gosses, faut que j'achète des fringues, non, non, non. La famille, c'est une chose, mais moi, c'en est une autre. Donc là, maintenant, c'est pour moi. Pour moi. Et donc, voilà, le meilleur investissement de ma vie, ça a été cette période-là. Et le jour où je dois recommencer, je le ferai. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Ok. Sans problème. Toutes les étapes, en fait, étaient essentielles pour vous. Elles étaient essentielles, j'en aurais certainement besoin de nouveau à un moment donné. Donc ça vous a mis 4 ans, finalement. Bah, finalement, ouais. Le cheminement a duré 4 ans. 2 ans avant de vous voir. Ouais, dans 3 ans, ouais. Vous avez plus les dates, vous? Non, Non. je les ai. Ouais, rangées, quoi. Mais ouais, du coup, mais c'est passé tellement vite. Il y a eu tellement de... Ouais, non, 4 ans, parce que il y a eu les 2 ans de Covid. Les 2 ans de Covid, on ne s'est pas vu. Donc oui, 4 ans. Ouais. Mais voilà, maintenant, Et c'est marrant parce que j'ai plusieurs personnes dans mon entourage, plus ou moins proches, qui m'envoyaient des messages. Qu'est-ce que t'as fait? T'as été? Même un jour, qui m'a demandé je peux venir promener avec toi? Je peux venir marcher avec toi? Alors là, on a la sensation d'être un peu... je sais pas comment dire. Je dis toujours un petit guide qui passe par là. Et moi, elle avait besoin de parler en fait. Elle avait besoin que je lui explique un petit peu mon parcours. Peut-être pour se donner du courage pour elle faire autre chose. Je sais pas après je sais pas si elle a fait quelque chose, mais pourquoi pas après. Mais j'en sais pas plus. Mais
Ouais, non, moi je peux que conseiller, je peux que. Je pense qu'après, ce qui manque aux gens, et moi je le ressens aussi par rapport à ma reconversion à moi, c'est qu'on voit l'avant, le moment où ça pète, ça on en parle, il n'y a pas de souci. On voit l'après, quand on a ouvert sa société, que ça fonctionne bien, qu'on nous voit sur les réseaux. Du coup, en fait, les gens, ils n'ont pas le milieu. Ils n'ont pas le milieu, ouais. Et alors que c'est le milieu qui construit. Le milieu, c'est le plus important en fait, parce que ça a été toute une construction. Et puis c'est là où en fait on voit nos pires moments et les pires facettes de nous. Moi je dis que c'est un truc de fou, enfin, c'est un détonateur en fait dans notre vie. Ah, c'est une bombe, hein. C'est une bombe. C'est une bombe. Et ça on montre, et puis on le montre pas. On montre pas sur les réseaux, on le dit pas aux gens. Ah non, on va pas. Il y a peut-être des gens qui arrivent à se prendre en photo en train de pleurer, mais c'est bien. Moi, j'ai jamais pu faire ça parce que déjà au moment-là, je pense que j'étais réseau, mais réseau montrer le faux. Bah oui. Montrer le masque. Ouais, t'as vu finalement, tu fais du sport, t'es jolie, t'es ci, t'es ça. Ouais, t'as perdu du poids. Ouais, ok. Et puis on parle, en ce moment, on parle que de ça, les reconversions. Mais pour moi, on ne montre en tout cas, et on raconte aux gens que la version belle en fait de l'histoire, alors que la version belle, elle n'est pas là sans l'autre partie. C'est impossible. Et ça fait partie du jeu. Enfin, Et puis ça fait partie de soi et ça fait partie de. Moi, j'oublierai jamais. Hein. mais non, J'oublierai jamais les ténèbres en fait. Je les appelle les ténèbres hein, parce que moi, ce que je dis, j'ai vendu mon âme au diable à un moment donné. Vraiment, hein, c'était ça. Et c'était pour moi, c'était les ténèbres. Alors peut-être que c'était bien au moment-là, mais avec le recul. mais non, en fait, c'était n'importe quoi. En fait, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Franchement. Là, on arrive du coup au bout du podcast. Si vous aviez quelque chose à dire à quelqu'un ou à un groupe de personnes, si un message à faire passer, vous le feriez passer déjà à qui? Tous ceux qui pensent aller bien, mais qui sentent qu'au fond d'eux, qu'il leur manque quelque chose. Je dirais, ou une partie d'eux, ou qui pensent se connaître, mais qui ne se connaissent pas en fait, qui sont encore en recherche d'eux. Ben, prends ta vie en main, ou investis. Investis sur ta personne. Investis sur toi, parce qu'en fait, c'est que de toi que tu as besoin pour avancer. Et pour rendre des gens heureux, il faut que déjà que toi, tu sois heureux. Heureuse. Ouais. Et personnellement, professionnellement parlant, les deux vont de pair en fait. Si t'es pas bien au boulot, bah, tu peux pas être bien à la maison. Et vice-versa en fait. Donc c'est à partir du moment où tu es épanoui dans un sens, tu seras épanoui dans l'autre. Voilà, aujourd'hui c'est ce que je me dis. Puis si t'es pas bien, bah, prends tes baskets et va marcher. Voilà. Ok, merci. S'il y a, je termine toujours avec ça, s'il y a un mot aujourd'hui que je pourrais vous souhaiter, un mot là en ce moment, dans cette période de votre vie, ce serait lequel? Persévérance. Ok. Ouais. Je vous souhaite beaucoup de persévérance. Parce que c'est clair qu'il en faut. Là, c'est un nouveau chemin en fait qui s'ouvre. Parce qu'il m'en faut encore. Il n'y a rien qui est gagné, hein, rien n'est acquis. Je sais que c'est en bon train, je sais que c'est hyper positif ce que je fais. Je suis hyper confiante, hein, vraiment. Je dis toujours, moi, je ne veux pas devenir riche. Hein. C'est pas du tout ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est être heureuse et de transmettre du bon, du vrai et du bon aux gens, en fait. Et que les gens comprennent la démarche et me comprennent moi aussi. Parce que finalement, c'est rigolo, les gens, ils me posent la question, en fait, d'où je viens, pourquoi je fais ça. Et c'est toujours, pour moi, c'est toujours beau de leur expliquer. Alors, je dis pas forcément tout, je rentre pas dans les détails, mais ils savent que je viens de loin, en fait. Ils savent que je viens de loin. Donc, voilà. Merci, Émilie, en tout cas, vous êtes deux à m'avoir sauvé la vie. Donc, vous êtes la numéro 1. Et puis l'autre, on la connaît aussi. Ouais.
Et voilà. Et ça a été un plaisir de vous accompagner autant dans vos ténèbres que dans votre renaissance. C'est magnifique. C'est pour ça aussi que je fais ce métier. Ouais. Oui, et puis je peux que vous conseiller à tous ceux qui m'entendront. Voilà. Merci beaucoup. Et puis beaucoup de persévérance pour la suite. Merci.